Je m'appelle Paul Doya. Et moi, Zia Doya. En fait, on devait aller chercher du bois pour faire le feu. Et du coup, on est allé dans la forêt. Moi, j'étais en train de prendre du bois. Et Paul, il est venu me voir. Il me dit viens voir, il y a un trou de blaireau. Du coup, on y va et on voit un petit trou. Et moi, je rigolais, hein. Pareil que c'est un trou préhistorique. Et on est allé appeler celui qui nous gardait. Alors, je suis parti avec eux, avec une lampe, et je leur ai dit on va voir si le blaireau il y a encore. Et on allait voir un animal ou des choses comme ça. Et j'ai éclairé le fond du trou et c'est là que j'ai vu un os, un fémur. Alors je me suis dit un fémur humain, c'est une caractéristique quand même. Alors au début on était un peu sous le choc, on ne croyait pas trop. Je me suis enfoncé un peu plus quand même et là j'ai tourné la tête, j'ai vu qu'il y avait des poteries. Et des poteries pas contemporaines, quoi. Et là il nous a dit regardez, et on voit des poteries et des os. Alors là on commence un peu à dire que c'était une bonne découverte ce qu'on a fait. L'émotion, c'est de savoir qu'il y a une sépulture à 10 mètres du parking, là. C'est pas fréquent de trouver un truc comme ça juste à côté et tout. Enfin... Et de le dire à personne, surtout, de le garder secret. Au début, c'était dur de le garder secret, mais après, ça allait. Mais on avait envie de le dire, quand même. Là, on prend des photos avec notre appareil pour faire un petit exposé au collège et à l'école. Pour un peu expliquer comment ça marche, comment on l'a trouvé et comment font les archéologues pour organiser tout ça. Alors bon, le vase était couché, donc oui, on sait exactement où il était, donc on va le repositionner. C'est pour ça que je les ai dans le coffre, c'est pour les repositionner, pour après faire une photographie de la chose en place. Il faut qu'on nettoie tout ce qui est tombé quand le bloc a été arraché. Alors là, le décor, il est constitué de petites lignes de boutons que l'on a sur la carène, le bord de carène. Voilà le dernier, donc pareil, toujours des pieds, toujours des pieds, un joli décor, c'est-à-dire qu'on a plusieurs cordons qui ont été collés sur la pâte et puis ensuite qui ont été incisés à l'ongle, pareil ici sous le rebord. Donc on les connaît dans les collections anciennes, c'est-à-dire les fouilles qui ont été faites sur le plateau de Gers en 1870, 80. Voilà. À partir de là, on va remettre les objets. La 2, elle était couchée. Comme ça. Elle était comme ça. Oui. En train de réfléchir. Attention, la pierre elle bouge, ce roscar, il faut qu'on la vire vite fait. On prendra. Allez, tu laisses la place, t'en fais. Tu peux... Et elle était Et comme celle-là, ça. elle était un comme peu ça. en biais, comme ça. Tout à fait sa place, là, tu vois. Tout pile, là. Je me rappelle. Exactement. Comme ça. Pièce superbe. Là, tout est ça Dedans, comme ça. Ah, c'est vrai, c'est trop céramique. Elle était comme ça. Petit chouïa à gauche, là. Encore un petit peu à gauche. Par là. Vous gratter, mais voilà, encore un peu. Pop. Là, il part. On va photographier, on va faire des dessins, des plans, et donc étudier la poterie, la dessiner, relever toutes ses caractéristiques, puis faire des prélèvements pour envoyer à un laboratoire qui lui va analyser la pâte pour savoir avec quelle argile elle a été fabriquée, savoir si le vase a été fabriqué avec de l'argile qu'il y a ici, ou s'il a été fabriqué avec de l'argile d'un autre lieu. À titre d'information, on a fait une étude sur 200 vases il y a quelques années, 5 ans, et le vase qui a circulé le plus, il a été fabriqué par de l'argile qui a été prélevée en Haute-Vallée d'Ossau, et le vase il a été trouvé à Mont-de-Marsan. Qui décide. Z. Ouais. Alors, 184. Voilà, t'as noté nos fragments de crâne. Tu rajoutes, voilà, fragments de crâne au pluriel.
Parce qu'il y a aussi ce fragment de coxal là. Mais lui aussi, il est encore enfoncé. Il bouge. Gauche. Émail supérieur gauche, isolé. Ton émail, ici est complètement éclaté. Toi, ici, tu as encore de l'émail, là. Puis là, toi, tu n'as plus d'émail. Toi, les conditions ont fait que l'émail, ça éclate, quoi. Et là, ce que tu vois dessous, c'est la dentine, c'est l'ivoire. Mais il est quasiment entier. Enfin, ouais, il y a beaucoup d'os. Ça, c'est des os de faune. Ça, c'est un os humain, c'est une vertèbre lombaire. Et ça, c'est un tesson de poterie. Donc, ce sont des documents qui ont été trouvés soit au tamisage, soit ont été trouvés, mais en les bougeant. Et on tient un cahier, un carnet, où on note, y compris les impressions que l'on peut avoir à un instant T par rapport à ce qu'on vient de découvrir. Tu vois, là par rapport au bloc de fermeture de côté, donc je sais pas. Et elle est passée au tamis? Non, elle était dans les feuilles. Ce que vous pouvez m'entendre dire aujourd'hui n'est pas forcément la conclusion à laquelle nous arriverons dans 15 jours. Travailler avec de la 3D, ça va demander minimum 3-4 heures de traitement. Donc je ne peux pas avoir 3-4 heures de traitement. Donc je fais un truc rapide, ici, pour pouvoir l'imprimer, et puis ça me sert de base pour faire mon dessin. Mais quand on fait des dessins, c'est très long de faire des dessins. En fait, ce qui est long pour dessiner, c'est de positionner tous les vestiges. On positionne au fil à plomb, donc ça prend beaucoup de temps. Et si on fait une échelle avec une vue zénitale à l'échelle, après on n'a plus qu'à redessiner, en fait, on n'a pas positionné, on fait que le contour. Donc c'est beaucoup plus rapide. Et après, je referai mon truc en 3D, je repositionnerai mes vestiges sur le modèle 3D, et là c'est au centimètre près, enfin même pas au centimètre, quoi. Voilà. Ah, il y a la reste qui est en place. Regarde-toi, la cassure est fraîche. Ouais. Elle s'était cassée avant. 46 sera le mal. À l'arrivée des courses, quand on aura fini le travail, la faune va être étudiée par un archéozoologue, l'humain va être étudié par Patrice Courteau et la céramique par moi. Les trucs sur le petit parc, il faut les dégager. Mais pas trop. Le trou dans lequel les enfants ont vu les céramiques, etc., il a été fait au XXe siècle. Vraisemblablement, c'était fermé, quelqu'un a bougé une pierre, ça a ouvert, on s'en est servi pour balancer les poubelles. Les premières poubelles, ça a été les boîtes de conserve qui reposent sur le sédiment beige. Et après, au fil du temps, il y a les feuilles, il y a d'autres poubelles, des feuilles, des poubelles, des feuilles, des poubelles, d'où ce sédiment organique, si tu veux, qui est venu dessus. Voilà. C'est l'impression que l'on en a. Et on était impatients de voir ce qu'il y avait en dessous. Alors c'est une découverte qui est complètement étonnante. Elle est étonnante à deux titres. D'abord parce qu'elle se situe à proximité d'un endroit extrêmement fréquenté et très connu des randonneurs et des Haut-Salois. C'est un endroit dans lequel il y a eu des travaux, des chantiers, la construction d'un barrage. Il y a aujourd'hui une buvette, on est juste derrière. Et la deuxième cause d'étonnement, c'est que ce sont deux jeunes enfants qui ont découvert ce site et qui s'inscrivent donc dans cette tradition un peu historique des découvertes archéologiques faites par des enfants. On peut penser bien sûr à Lascaux, mais aussi aux grottes d'Altamira. Ce sont les inventeurs du site. Une sépulture. En fait, il y avait 6 personnes qui avaient enterrées dedans. Il a mis les os à Bordeaux, mais qu'est-ce qu'il en fait? Donc voilà. Tout ça, c'est que des ossements humains. Bon, le laboratoire d'anthropologie, il a été fondé en 1970. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Les vestiges, ils arrivent ici, ils sont lavés, ils sont marqués pour certains, et ensuite ils sont étudiés. Voilà. Si quelqu'un a besoon, par exemple, que des fémurs dans une étude, il puisse prendre les fémurs et savoir à quel site ça appartiennent et leur numéro pour pouvoir après les replacer. On a quelque chose de tout à fait particulier ici, ce qu'on appelle une ostéothèque. En fait, c'est un dépôt archéologique
mais qui ne conserve que des collections humaines. Quelle est la composition de la sépulture qu'on a fouillée? En nombre d'individus, leur répartition par âge, et aussi on a quelquefois accès à la répartition par sexe. Voilà. Le fémur, c'est l'os pour le maman qui semble le mieux représenté. Ça, c'est la partie qui est enterrée, et ça, c'est la partie qui était visible. En fait, c'est l'os, je ne sais pas si les enfants se rappellent, il y avait un os qui pointait. Oui. Mais en fait, c'était lui. Parce que lui, il était quasiment vertical, il était comme ça. Pourquoi il n'est pas de la même couleur? Oui. Parce que lui, il était rongé par les petites souris, les petits mulots, etc. Donc on voit les traces des dents et les traces des griffes. Voyez là? Qu'on note, voilà, comme ça. Après, il peut être comme ça ou comme ça. Donc on note même la face antérieure, c'est celle-là. Donc elle était à l'ouest, elle était ici, parce que le nord était là. Voilà. On a le fémur, ici droit, qui est ici. On documente le site. Voilà. Là, on a les morts, on essaie de les faire revivre, voilà. Voilà, là, ici. Voilà. Donc là, on sait qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 individus. D'après simplement les fémurs gauche. On n'a vraiment qu'un seul individu qui a pu être sexé, et donc ça serait un homme, et c'est le sujet 1. Celui-ci, bon, il est un peu érodé, on ne voit pas, puis les parties, les extrémités sont absentes, mais on peut, d'après sa taille, sa fragilité, enfin, sa gracilité, supposer qu'il appartient à un sujet immature, un adolescent. On a potentiellement un fragment qui pourrait être une femme, mais... ouais, c'est extrêmement... Oui, un peu le fragment. Avec 4 points d'interrogation. Voilà, il faut toujours être extrêmement prudent. Il ne faut pas vouloir à tout prix attribuer le sexe, parce que bon, après, on fait n'importe quoi. Hein, donc on aurait 5 adultes et un adolescent. Au sens strict, ce n'est pas des inhumations. Que les individus ne sont pas enterrés. Ils sont déposés à la surface du sol. On va dire, donc les gens, ils montaient ici, donc il y avait toute la famille qui montait, donc tu avais les hommes, tu avais les femmes, tu avais des enfants, voilà, et puis ils mettaient leur mort là, ils redescendaient, puis ils remontaient 2-3 ans. L'année d'après, s'il y avait encore un autre mort, mais ils le remettaient là, voilà. Voilà comment ça fonctionnait. Patrick Dumontier va étudier la céramique d'un point de vue typologique, la céramique d'un point de vue de sa composition de la pâte, c'est un autre collègue qui s'appelle Fabien Provertini. Les céramiques de l'Anéou, donc des gens qui sont montés aux estives et qui sont allés à l'Anéou, c'est intéressant. Elles ont été fabriquées tout au long du parcours. Ce sont des argiles qui viennent de la vallée de Sceaux, mais de différents points de la vallée de Sceaux. Donc là, ça va nous donner plus d'informations au niveau des rituels funéraires. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces céramiques? C'est l'archéologie du geste, parce que nous, ce qu'on essaye de déterminer, c'est on recueille différentes informations, puis il faut les comparer les unes aux autres, et puis essayer de reconstituer une histoire. Oui, cette histoire, elle me plaît beaucoup. Elle me plaît beaucoup parce que cette découverte, finalement, elle vient nous dire que depuis l'âge du bronze, et même parfois depuis plus longtemps, les bergers n'ont jamais quitté la vallée de Sceaux.